Comment le climat a-t-il évolué au cours de l'histoire de la planète? Certains utilisent les changements climatiques passés pour justifier leurs arguments climato-sceptiques, minimisant l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique. Le climat a toujours changé. Il y a eu des ères glaciaires, des ères interglaciaires. Je vous signale qu'il y avait des vignes en Islande en 1250. Sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe, il y a eu ce qu'on a appelé l'ère de petite glaciation. Le petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire. Mais qu'en est-il? Quels sont les points communs et les différences entre les évolutions climatiques passées et le réchauffement climatique actuel? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Notre planète a 4,6 milliards d'années et son climat a beaucoup changé durant son histoire. Ce qui est devenu l'Europe actuelle a par exemple connu un climat tropical durant le Crétacé, mais aussi des périodes glaciaires, dont la dernière était à son maximum il y a seulement 21 000 ans. Les variations climatiques ont eu un impact majeur sur le vivant. Mais alors, qu'est-ce qui peut modifier le climat sur Terre? Pour faire simple, disons que la température sur notre planète dépend du bilan radiatif terrestre, c'est-à-dire de la quantité d'énergie que la Terre reçoit via le rayonnement du Soleil, comparée à la quantité d'énergie qu'elle restitue vers l'espace. On peut citer différents facteurs qui interviennent chacun sur des échelles de temps différentes. L'un des principaux est la composition de l'atmosphère, puisque par exemple, une forte concentration en gaz à effet de serre va mieux retenir la chaleur des rayons solaires. Il y a aussi justement l'augmentation progressive de la luminosité du Soleil, d'environ 7% par milliard d'années. Ça joue donc sur des échelles de temps extrêmement longues. Autre facteur qui a un impact primordial sur le climat terrestre, la manière dont les continents sont répartis sur le globe, en fonction des déplacements des plaques tectoniques. Mais ces mouvements de plaques agissent eux aussi sur le climat à des échelles extrêmement longues, de l'ordre de dizaines de millions d'années. Concentrons-nous donc sur les facteurs ayant fait varier le climat durant les périodes les plus récentes. Ce sont entre autres les paramètres orbitaux, donc la manière dont la Terre se déplace autour du Soleil. Ce qui va du coup principalement à des échelles de temps millénaires influencer le climat de la Terre, ce sont ces paramètres orbitaux. Il y en a trois principaux. Il y a l'excentricité, donc c'est l'orbite de la Terre autour du Soleil. Normalement, on considère que c'est pas nécessairement un cercle parfait, c'est plutôt une ellipse. C'est un cercle un peu déformé dans une direction. Okay. Donc c'est à quel point finalement la partie la plus longue de cette ellipse est plus grande que la partie la plus courte. Il y a l'obliquité, donc c'est la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil. Est-ce que ces deux axes de rotation sont parfaitement alignés? Et en général, ils ne le sont pas. Et il y a ce qu'on appelle la précession. Là, c'est un poil plus compliqué, mais globalement, ça indique est-ce que quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, on est au plus proche du Soleil ou au plus loin du Soleil? Pour les derniers 800 000 ans, c'est sous l'influence de ces paramètres orbitaux que la Terre connaît des cycles d'environ 100 000 ans, avec des alternances de glaciation et de périodes interglaciaires. Quelles conséquences ces variations climatiques passées ont-elles eu sur l'humanité? Par exemple, quelles étaient les conditions de vie sur Terre il y a 21 000 ans, alors que les températures moyennes globales étaient inférieures de 5 degrés à celles d'aujourd'hui? C'est vrai que voilà, quand on entend c'était seulement 4 ou 5 degrés de différence, ça n'a pas nécessairement l'air d'être beaucoup par rapport à une variation qu'on a en France entre l'été et l'hiver. Mais à l'échelle globale, en fait, c'était assez majeur. Donc en particulier, il y avait des énormes calottes de glace qui sont restées, en particulier dans l'hémisphère nord. Une des conséquences principales d'avoir toute cette glace à ces endroits-là, c'est que le niveau des mers était plus de 100 mètres plus bas par rapport au niveau actuel. Et donc l'environnement, les gens ont dû bien évidemment énormément s'habituer. On avait des conditions climatiques extrêmement différentes. En Europe et en Amérique du Nord, il y avait une calotte de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur, qui allait par exemple jusqu'aux actuelles villes de New York et Berlin. Imaginez l'Europe de l'Ouest il y a 21 000 ans, recouverte de steppes, peuplée de mammouths, de rhinocéros laineux et de lions des cavernes. L'abaissement du niveau des mers a fait disparaître la Manche, ce qui permet le passage à pied de la France actuelle à l'Angleterre. Le nord de l'Europe est totalement inhabitable, ce qui provoque une baisse de la population humaine sur le continent. Voilà une idée des conséquences d'une variation de 4 à 5 degrés de la température moyenne globale. Voyons maintenant comment la Terre est sortie de cette glaciation. Sur ce réchauffement pendant la dernière ère glaciaire, on a vraiment deux aspects. On a l'aspect du réchauffement qui a eu lieu parce qu'on a donc changé les paramètres orbitaux qui ont changé ces quantités de terre couvertes par de la glace, donc qui ont elles-mêmes mis beaucoup de temps à fondre, parce qu'en fait c'était des épaisseurs de glace aussi très importantes. Mais on a aussi donc cette rétroaction qui est liée
au fait que l'océan a aussi, en se réchauffant, relâché du CO2 dans l'atmosphère. Et a priori, on considère que les changements de température, environ 30-35%, seraient liés aux émissions de CO2 aussi dans l'atmosphère. La fonte des glaces entraîne une remontée du niveau de la mer. L'eau douce libérée rend le climat plus humide. La végétation et la faune des régions tempérées font leur apparition en Europe de l'Ouest. On assiste à un réchauffement climatique que certains comparent à celui que l'on connaît aujourd'hui. Sauf que la dernière déglaciation et le réchauffement actuel n'ont rien à voir, notamment sur le plan de la vitesse de ces phénomènes. La période actuelle, en fait, elle est très différente finalement d'une passage d'une période interglaciaire à interglaciaire, dans le sens où on a un réchauffement qui est beaucoup plus rapide. Donc, sur la dernière déglaciation, on parle d'environ 5 degrés en l'espace de plusieurs milliers d'années. Là, d'après les prévisions de l'IPCC, le changement, on s'attend à avoir un changement de l'ordre de 1,5 à 2 degrés, puisque ça c'était le gros enjeu d'essayer de rester à 1,5 degrés d'ici la fin de 2100. Et on parle donc d'un changement, enfin la dernière déglaciation c'était un changement où on a vu le niveau des mers changer de 120 mètres. Il y avait plusieurs centaines de mètres de glace à New York, là où actuellement il y a une ville. Donc si on part sur des changements aussi radicaux sur des échelles de temps aussi courtes, forcément on va avoir des impacts qui sont assez dramatiques. En effet, suite à la déglaciation, on est entré dans la période actuelle, l'Holocène, une période interglaciaire. C'est en partie ce climat plus favorable qui aurait permis le développement de l'agriculture, des civilisations, puis de nos sociétés modernes. Tout ça s'est fait dans un temps très court et sous un climat relativement stable. Relativement, car à l'intérieur de cette période, il y a quand même eu des variations climatiques. Par exemple, le petit âge glaciaire, qui lui aussi est utilisé pour relativiser la gravité du réchauffement climatique actuel. Je dis, l'homme n'est pas le seul responsable du changement climatique. Entre le XIVe siècle et la fin du XVIIIe siècle, sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe, il y a eu ce qu'on a appelé l'ère de petite glaciation. Le petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, je vois que M. Pujadas est très cultivé. Est-ce que c'était l'époque de la responsabilité de l'homme ? Mais vous fumez, monsieur. Ce petit âge glaciaire, qui n'a rien à voir avec une véritable ère glaciaire, désigne un refroidissement mondial de 0,5 à 1 degré en moyenne entre le XIVe et le XIXe siècle. C'est d'ailleurs bizarre d'utiliser le petit âge glaciaire pour relativiser les conséquences du changement climatique actuel, quand on sait ce que cette petite variation climatique sur quelques siècles a provoqué. De mauvaises récoltes, des famines et des épidémies dans toute l'Europe. Par exemple, la grande famine de 1693-1694, causée par des récoltes catastrophiques liées à la mauvaise météo, aurait tué 1,5 million de personnes dans le royaume de France, selon des historiens. Mais alors, si le climat s'est constamment transformé sur Terre, et que la planète a même connu des évolutions climatiques très rapides, quelle est la spécificité de la période actuelle ? C'est vrai aussi qu'il y a eu des changements dans le passé, même très importants, mais une partie de ces changements a aussi été associée avec la disparition de certaines espèces, donc parce que les écosystèmes ont disparu et aussi à cause certaines fois des activités humaines. Donc il y a un facteur d'adaptation, donc ça après c'est moins ma spécialité, mais pour fréquenter des gens qui vont étudier par exemple les écosystèmes et les espèces, ils parlent en fait de l'énergie que dépensent les espèces pour s'adapter à des changements environnementaux. Et donc en fait le stress qui est lié à un changement climatique fait que certaines espèces vont pas réussir à s'adapter. Et là, le rythme du changement climatique, bon c'est un peu badin, on a déjà entendu ça plein de fois, mais malheureusement il faut le répéter, mais le rythme est tel que les espèces auront encore plus de mal à s'adapter, dans le sens où les changements de très grande amplitude, normalement, vont avoir lieu dans des périodes de temps qui sont beaucoup plus longues. Autre spécificité évidente, le réchauffement climatique actuel est dû aux activités humaines. Mais justement, comment les scientifiques peuvent-ils l'affirmer ? On a ces modèles de climat qui sont paramétrisés, on a fait beaucoup d'études pour qu'ils soient, finalement, c'est assez proche d'un modèle météo, même s'il y a quelques différences un peu fondamentales. Mais on est capable donc de prédire comment le climat va évoluer selon les différentes conditions. Et donc ça, c'est un gros travail, par exemple, dans les rapports de l'IPCC ou du GIEC, de dire le réchauffement actuel,
est-ce qu'on aurait pu l'avoir si on n'avait pas eu de changement de gaz à effet de serre? Et ça, dans un modèle, c'est quelque chose qu'on peut faire, en fait. C'est-à-dire, le modèle, on peut le refaire tourner des centaines de fois en changeant les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on monitore de manière assez précise depuis une cinquantaine d'années les gaz à effet de serre. On a des concentrations tous les jours à beaucoup d'endroits dans le monde. Donc, on peut faire tourner le même modèle avec et sans ces estimations de gaz à effet de serre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on fait tourner ces modèles, on est capable extrêmement précisément de reconstruire les changements de température associés de manière globale, par exemple, aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, s'il y a bien eu des changements climatiques par le passé, c'est en raison de facteurs naturels observables par des scientifiques. Des facteurs qui ont joué à des rythmes et à des amplitudes permettant à la vie de s'adapter. Aujourd'hui, les paramètres orbitaux, les variations de rayonnement solaire, les changements de courant océanique, etc. ne permettent pas d'expliquer le changement climatique en cours. En résumé, parler des climats du passé pour relativiser le réchauffement climatique actuel n'a aucun fondement scientifique et sert surtout à justifier l'inaction. Si vous voulez en savoir plus, l'entretien intégral avec Mathieu Casado est disponible en version podcast sur les plateformes d'écoute. Le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.